Bonjour à tous et merci d'être là par cette fin d'après-midi tellement chaude. Donc cette session sur la valeur des données va commencer maintenant. Je vous propose une petite introduction. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la presse américaine depuis le mois de mai, mais il y a un enthousiasme pour le RGPD, non pas français, mais européen, avec un certain nombre d'articles qui appelaient les Américains à s'inspirer de l'Europe en matière de protection des données. Et c'est vrai que l'affaire Cambridge Analytica a secoué le monde et ouvert les yeux d'un certain nombre d'internautes au sujet de l'usage à la fois non transparent et non désirable de leurs données à des fins qui peuvent être sociétales, économiques et évidemment politiques. Alors il y a beaucoup de travaux de recherche du côté académique sur l'aspect éthique et juridique de la protection des données et avec cette question sous-jacente, quel est le bon équilibre, l'équilibre souhaitable entre cette protection et quelque chose qui est peut-être moins documenté par le monde académique, qui est comment on élabore des modèles économiques faisant usage des données et faisant un usage loyal des données. Et est-ce que la protection n'est pas, en certains cas, un risque pour l'entreprise qui veut faire usage des données ? En effet, le business model de nombre d'entreprises de la nouvelle économie, qui est plus si nouvelle que ça, repose sur la valorisation de la donnée. C'est peut-être ça qu'on va essayer de questionner dans cette session. Et la donnée peut être de surcroît un outil de développement économique, par exemple dans le transport, dans la santé, dans l'éducation, dans l'énergie et j'en passe. Donc alors les entreprises du numérique se servent des données pourquoi ? Pour produire des services, pour les monétiser auprès des individus, mais aussi sur ce qu'on appelle, nous économistes, la seconde phase du marché, l'autre versant du marché, c'est-à-dire pour monétiser ces données auprès d'autres entreprises. Donc on a, si vous voulez, une double valorisation des données. Donc les questions qu'on va se poser, c'est que valent les données et alors comment réconcilier la valorisation et la protection ? Alors si j'ai un petit peu de temps, je vois les gens monter là. Partons de deux paradoxes. Alors le premier, c'est que la valeur de la donnée pour un individu peut être très élevée, mais la donnée ne prend de valeur que par son traitement de masse. C'est le cas de toutes les applications d'intelligence artificielle, etc. Alors Nicolas Gledy et Pauline Glickman ont essayé, à partir des data brokers américains qui collectent des données qui peuvent être privées ou publiques, de regarder à combien, en quelque sorte, ils valorisent la donnée. Alors c'est très difficile de répondre et ça peut aller de quelques cents à 0,30 cents dollars pour un individu en matière de santé. Et le deuxième paradoxe, c'est que la valeur de la protection des données personnelles peut être très élevée pour un individu. Si vous lui demandez est-ce que vous voulez protéger vos données, évidemment qu'il le veut, donc il y accorde beaucoup de valeur, mais sa propension à dépenser quoi que ce soit pour la protéger peut être très faible. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement envie de passer des heures à lire toutes les conditions générales d'utilisation, etc. Et donc on clique oui, 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 etc. Donc on veut protéger, mais on ne s'en donne pas les moyens, on ne dépense pas ni en temps ni en argent ce qui est nécessaire à la protection. Alors j'ai encore quelques instants ? Oui. Alors, il y a des semblants d'explication de tout cela, de ces paradoxes. Par exemple, Jean-Gabriel Ganancia, dans un livre très intéressant, Le mythe de la singularité, explique qu'on laisse des miettes de comportement sur le net, on le fait tous, bien entendu, des images aussi qui alimentent des algorithmes d'apprentissage et qui permettent ensuite de devancer, d'influencer nos préférences. Alors si on ajoute à ça les algorithmes de reconnaissance des visages, des émotions, etc., et si on corrèle à ce moment-là l'émotion et les différentes situations, il est alors possible de déterminer ce qui conduit à tel ou tel comportement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'utilisation des données se fait à travers une intrusion des petits pas. Un petit pas, plus un autre, plus un autre, plus un autre, etc. Et donc le coût de la protection semble hors de proportion, puisqu'il faudrait le faire à chaque petit pas, par rapport à cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On renonce d'une certaine manière à protéger ces données, et d'où l'importance, sans doute, de la régulation qui a été mise en place. Et la question importante est alors jusqu'à quel point il faut protéger, tout en laissant des modèles économiques de l'Internet se développer. Et donc voilà, je vais laisser la parole aux différents intervenants sur cette question. Donc Merci. justement, avant de parler de régulation ou d'éthique, je pense qu'avec Ibrahim Diouf, on va pouvoir parler de la valeur des données dans un secteur particulier, le secteur bancaire.
Donc vous travaillez pour Ecobank, qui est présent dans 37 pays du continent africain, une région du monde particulièrement intéressante de par l'essor de nombreuses fintech qui prennent la place du service bancaire traditionnel, et notamment avec une importance sur le mobile. Et cette utilisation du mobile, en fait, leur permet de proposer de nouveaux services. Donc je vous propose de nous parler un peu de ces nouveaux services. Voilà, et de nous présenter aussi l'état de la discussion dans ces différents pays. Merci. 36 pays, pas 37, mais bon, peut-être qu'on est en train de travailler sur un pays. Donc on est dans 36 pays africains. Et je vous souhaite de la croissance. Merci. Dans 4 pays hors Afrique. J'ai commencé ma carrière bancaire il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, déjà, on avait ce type de discussion. Et on se disait, à l'époque, quand on se réunissait, que quelqu'un qui avait besoin d'un téléphone, il allait chez l'opérateur téléphonique. Quand il avait besoin d'une banque, il allait à la banque. C'était la réalité à l'époque, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Quand on a envie de transacter, on ne va pas seulement à la banque, on peut aller chez l'opérateur de télécom. Et quand on a envie de communiquer également, on peut aller chez le banquier. Et je pense que ce débat qu'on a eu n'a plus lieu aujourd'hui. Alors, comment le faire? Il faut le faire dans le partenariat. Il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble et à réaliser cet objectif-là. D'autant plus qu'en termes de régulation, certaines régions sont beaucoup plus conservatrices que d'autres. Vous pouvez difficilement, dans la zone UEMOA, vous installer et agir comme une banque. Au Kenya, dans d'autres pays, vous pouvez le faire un peu plus facilement. Et donc, on est en train de travailler sur ce partenariat-là. Je pense que ce qu'il faut, c'est la régulation. Ce qu'il faut, c'est une gouvernance autour de ça. Il ne faut pas avoir peur du développement technologique, etc. Il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Mais il ne faudrait pas non plus que le régulateur soit à la traîne et court après ces produits-là. Aujourd'hui, en Afrique, et je le dis d'autant plus que sur certains domaines, on est beaucoup plus en avance qu'ici en Europe. Moi, je vis et je travaille en Europe, et il y a des produits, des choses que je vois en Afrique que je ne vois pas ici. J'ai un téléphone, j'ai des collègues dans cette salle qui ont également ce type de produits. Vous pouvez... je n'ai pas rencontré mon chargé de compte, mon banquier, je ne connais même pas. Même s'il est dans le même établissement que moi, je ne le connais plus, je fais toutes mes transactions par le biais du téléphone. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des services un peu différents qu'il peut y avoir, de choses dont on n'a pas l'habitude? Vous parliez notamment d'une start-up au Botswana qui propose des crédits un peu particuliers. Oui, il y a pas mal d'initiatives. Alors, c'est venu du Kenya. J'avoue qu'en Afrique, le Kenya a toujours été en avance sur ce type de produit. Aujourd'hui, tout ce qui concerne les opérations de transfert, qu'on appelle communément les remittances. Je veux faire déplacer de l'argent, en fait, de l'argent d'un point à un autre. C'est la téléphonie, c'est le mobile. Je veux payer mes factures, c'est le mobile. Alors, il y a même aujourd'hui des accords qui existent entre certaines banques et les gouvernements en termes de fiscalité, comment aider l'État à collecter ses impôts, etc., etc. Je pense que, encore une fois, ce qu'il faut, c'est cette gouvernance-là autour de ce qu'on fait. Ça, c'est important. On a frôlé la catastrophe au Kenya il n'y a pas longtemps parce que simplement, ce qu'on oublie, et c'est valable aussi bien pour la banque que pour les fintech, notre métier, c'est d'emprunter et de prêter. C'est rien d'autre. Ce n'est pas notre argent. On emprunte à certaines personnes et on prête à d'autres personnes. Donc, il faut à chaque fois qu'on ait la capacité de pouvoir rembourser ceux qui nous ont prêté leur argent. Quand cela n'est pas bien géré, et ça a été à un moment donné le cas au niveau de certaines fintech, vous avez un souci. On est beaucoup plus régulé, on a plus de ratios à gérer quand on est une banque que quand on est une fintech. Je voudrais juste, pour finir,
vous parliez justement, vraiment sur cette start-up du Botswana qui propose quelque chose d'assez particulier. Donc avec le carnet d'adresses, je pense que c'est intéressant de pouvoir l'expliquer. L'idée, en fait, c'est des études qui sont faites et qui tendent à démontrer que psychologiquement, quelqu'un qui a un répertoire et qui se présente en termes de prénom et nom est beaucoup plus crédible que celui qui se présente différemment. Alors, c'est pas du tout scientifique, c'est des études. De la même manière, avant ça, il avait toujours été question de dire que prêter dans les zones rurales était beaucoup moins risqué que prêter dans les zones urbaines. Je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui. Ouais. Donc l'idée, c'est le mobile donne accès à de nouvelles données et que ces données-là peuvent être utilisées pour établir de nouveaux types de crédits ou du moins mieux analyser les risques en fonction des différentes populations auxquelles on va prêter. C'est bien ça. Hein. Les deux, en termes de KYC, en termes de Know Your Customer, en termes d'entrée en relation, mais également en termes de monitoring. Très bien. Je pense qu'on peut passer à Sikranesh Lokatan. So in English or in French, I don't know. So you're. Thank you, Arnaud. Wait. I'm just because what you're talking about is also with mobile. You use very extensive mobile data. You're a researcher for LERNE Asia, which is a think tank based in Sri Lanka, and you specialized in analyzing those telecom data. And what you do is track the mobility of people and design maps to help see what is going on in the country. So if you can tell us what kind of data you're using, how do you get it, and what is the value that you can create with collecting and analyzing this data? Thank you, Arnaud, for the question. Just briefly before that, I just want to say broadly what my group does, the group that I lead. We analyze data and inform various development policy domains using big data. Two, we try and study the implications of this in society from the perspective of marginalization, the people who are left behind, privacy, and the competition of sectors. And third is sort of looking at how do you mainstream this in developing countries, the use of this for developmental policy. So I want to make, in answering that question, I want to make sort of three interventions. One is we do use, so I work with data for half the population of Sri Lanka, so more than 10 million people. Their phone behavior over years. It's pseudonymized, it's not actual, I don't have actual phone numbers, I don't know, there are men, women, children, I don't have any access to any content. And what we use that is to understand how, for example, at large scale, how do populations move into and out of cities in different regions at different temporal and granular levels. We use this to improve the modeling of the spread of infectious diseases like dengue fever, but it's also applicable to things like chikungunya, H1N1, Zika, things of that nature, because humans are vectors as well in the transmission dynamics, and mobility plays a big part in that. We also use that for understanding, trying to come up with new models of economic activity, to measure economic activity. We have GDP at an aggregate level, but sort of in regional level, etc., and over temporal scales, so that we can detect shocks that happen into this in economic shocks that may be happening in the system. So there's a wide variety of applications of these for urban and transport planning, which are now being used in Sri Lanka, and also there's work done by some friends of mine in the other countries, even in Pakistan, that is being used in the public policy making, bringing better evidence into the policy making process for large-scale developments. The reason we use that is because we live in sensor and data poor networks. This kind of work may not be relevant in France. But even in Seoul, for example, they've used this kind of data to detect, to design, what should be the night owl service, bus service, when the periods when you don't have regular bus travels. The second point is this is at an aggregate level, but even at an individual level, and some of the things that
my colleague earlier talked about in terms of what's being done in Africa. You can use these human behavior, how people behave, how often do you top up? Because our countries are mostly prepaid. 92% of mobile connections in Sri Lanka are prepaid rather than postpaid, which is the common form of mobile phone use in developed countries. How they behave in terms of whether I top up frequently, infrequently, how much I top up, gives you indications about planning behavior. So you have these proxy indicators of creditworthiness that can be useful at an individual level, because 45% of South Asians, that's about 45% of adults in South Asia, about 700 million people, don't have access to financial services. And we need to sort of bring these marginalized populations into the fold. Whereas here in Europe, one may worry about, I'm in this database or that database and we want to remove it. For our countries, worry about the people who are not in the databases, because if you want to deliver services for the poor and the marginalized, we need to make them legible in the system, so then we can target the appropriate services. The third point in relation to all of this is that all this is good, but doesn't mean that we don't have to be concerned about privacy and things of that nature. But we have to be careful with the regulations, etc., because what works in the West may not exactly translate into the sort of local context. We may be culturally different. It's, privacy is very context and specific and individual specific. And I'll give you the example of myself, in fact. I'm not a very healthy individual. I smoke too much. But if I go into a supermarket and I use their loyalty card, and if I buy 3 cigarettes and they tell me you'll get the 4th pack free, that's a service I want. But if they tell me that that data is also being shared with the health insurance company, which will affect my premiums, I don't want that. But we can ask the question, well, by doing that, I'm also imposing a cost on society, because everyone else's health premiums are going to increase. So there are these questions that need to be considered from our part of the world in the context that we need to think carefully about. But I'll leave my intervention with one point, quoting the late Cambridge economist Joan Robinson, who said in her Philosophy of Economics, 1962, if I'm not mistaken, the misery of being exploited by capitalists is nothing compared to not being exploited at all. Right? And that's what... Well, that makes it clear. On va passer à vous, Vincent Rouet. Donc, vous êtes président de GFI Informatique, une entreprise de services numériques avec un effectif de 18 000 personnes. Donc j'imagine que vous accompagnez beaucoup de gens. Et vous allez nous parler de la dépossession de nos données et surtout partager quelques inquiétudes que vous pouvez avoir sur des questions éthiques notamment et de régulation. Donc je ne suis pas très inquiet, je suis très optimiste sur l'avenir, mais j'ai essayé de prendre pour le sujet un prisme non pas technologique, mais refaire un peu l'histoire et en tant qu'observateur, effectivement, avec les clients qu'on voit, qu'ils soient des grands clients, des PME et des ETI, expliquer et regarder depuis le début de la gestion de la relation client, comment on a été progressivement pris dans un engrenage qui nous a de façon insidieuse dépossédé de la donnée et avec des conséquences pour lesquelles aujourd'hui je pense le régulateur doit intervenir. Si on regarde aujourd'hui la relation client, le KYC dans la banque, qui nous a apporté un certain nombre de services, qui vous permettait d'avoir de la fidélité, de bénéficier d'une offre personnalisée, a été bien sûr soumis à une première contrainte économique qui a été de revendre ces bases de données, un sujet assez classique. Mais je dirais à partir de là, un premier problème de business model individuel et donc un non-partage de la valorisation, même si vous utilisez Facebook, c'est gratuit, mais à la fin, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas vendre nos informations et payer un réseau social? On peut se poser la question, dans la mesure où aujourd'hui, on voit bien que le nerf de la guerre, il est bien avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le changement de paradigme, où la masse de données qui vont être traitées vont permettre de créer les algorithmes. Le paradigme données plus algorithme égale données, il se transforme, allez chez Google, en données plus données donne algorithme. Et donc aujourd'hui, la guerre
que nous avons aujourd'hui perdu, je dirais en Europe, de ces plateformes qui ont agrégé ces données, elle va se traduire sur le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc là, la valorisation est tout à fait différente. Autant on peut estimer que dans la partie relations clients, on pourrait valoriser la donnée individuelle, un pourcentage ou un fragment des produits, des biens et des services qu'on vient nous vendre. Toujours théorique, mais si vous avez de la fidélité ou des ristournes, vous pouvez estimer qu'il y a une contrepartie. Sur ce deuxième sujet, on a un élément majeur où là, il est fondamental que les États viennent réguler ce problème, qui d'abord pose un premier sujet économique, avec l'avènement de l'IA, et qui, si on regarde l'histoire, et je ne suis pas économiste, on en parlait, mais la croissance qu'on va attendre de l'IA n'adviendra que si la technologie est accompagnée par les institutions pour faire que les conséquences de l'avènement ou de l'utilisation de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle soient positives et contributives, non pas destructives d'emploi, pour être simple, ou porteuses d'utilisation qui soient négatives pour l'humanité. Et là, on arrive sur quelque chose pour moi, où la valorisation est plus importante, c'est la valorisation sur la sécurité de nos données et de notre liberté. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine, où ils ont annoncé que dans quelques mois ou quelques semestres, en quelques minutes, ils pourront, avec de la computer vision, et c'est tout à fait réalisable, avec la 5G et d'autres, enfin on va pas rentrer à la techno, on pourra scanner, screener toute la population chinoise. Quel est l'usage qui sera fait, bien sûr, par un gouvernement ou par des entreprises privées qui auront cette donnée. Et donc j'ai 3 niveaux d'information. Une première valorisation qui est quand même, je dirais qu'on a laissé passer, mais qui est tout à fait compréhensible, naturel, parce qu'il y a un échange de services qu'on a pu imaginer. Mais le deuxième sujet de la massification des données au profit de l'IA de demain et des conséquences, on peut dire tout, certains économistes annoncent des choses extraordinaires, McKinsey annonce 50% des emplois qui vont disparaître, remplacés par l'IA. Je ne suis pas ni économiste ni visionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet aujourd'hui qui doit être pris en main par les États, par les institutions, pour faire que, et ce à quoi je crois beaucoup, cette disruption digitale et l'avènement de l'IA et d'autres sujets, la blockchain, deviennent aujourd'hui des éléments porteurs de croissance et de bien-être plutôt que des éléments porteurs de disruption négative. Et là, le sujet est majeur pour moi. Ensuite, on va passer à Mathieu Olivier. Donc Mathieu Olivier, vous avez commencé votre carrière dans l'administration publique, notamment à l'Inspection Générale des Finances, puis à Pôle Emploi, en tant que statisticien. Donc. Et aujourd'hui, vous travaillez pour la SAGI, une start-up française. Vous accompagnez de grands groupes sur leur réflexion et l'application de leur stratégie de data. Et une des premières questions que vous posez concerne justement, c'était une anecdote sur la propriété des données, donc je vais vous laisser raconter ça mieux que moi. Effectivement, et quelque chose qui se passe souvent quand on rencontre nos clients, c'est on leur demande à qui appartient la donnée. On réunit dans une même salle le marketing, la direction du pilotage, les opérations, le légal. On leur dit à qui appartient la donnée. Les 3 directions opérationnelles disent c'est simple, ça nous appartient, et donc là commence à s'écharper, et le légal pique du nez ou bien regarde en l'air. Globalement, ça se passe toujours comme ça. Je vais vous faire 3 secondes de pub de ma société, vu qu'il y a l'un de mes investisseurs qui est présent. Donc, SAGI, c'est une start-up du Big Data qui a 5 ans maintenant. On est 75 personnes et on a un orchestrateur de l'ensemble des technologies du Big Data, les 30 technologies open source du Big Data qui font tourner les algorithmes de demain. Et là, on est présent, par exemple, au ministère des Armées, chez Vallourec, et on est capable d'opérer des moteurs d'intelligence artificielle. Et pourtant, la première question que nous posent nos clients, c'est « Aidez-moi à désiloter mes données. Aidez-moi à faire en sorte que mes données du marketing parlent aux données des opérations, parlent aux données du pilotage, parlent au RH, pour que j'arrive à construire une vision globale de mes données et que j'arrive à les utiliser. » Globalement, ce à quoi on assiste maintenant, c'est que la donnée jusqu'à présent était perçue comme une externalité négative des processus de gestion. On la récupérait, on la stockait, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et là, maintenant, on est capable de rajouter un algorithme dessus. Des fois, l'algorithme, ça peut juste être une règle de 3, mais surtout de pousser le résultat de cet algorithme à la bonne personne au bon moment pour qu'il prenne la décision. De là, globalement, ça fait que la donnée va générer de la valeur. Donc, elle peut être monétisée. Monsieur parlait d'échange de données, donc de rachat de données. Ça peut être mis dans les processus productifs pour améliorer l'efficience des entreprises, pour améliorer la délivrance de services, améliorer les produits. Et puis maintenant, on assiste chez certains de nos clients où globalement,
Si l'industriel, si l'entreprise de service n'est pas capable d'exporter les données avec son service, avec son produit, le produit ou le service ne vaut plus rien. Globalement, la donnée devient le générateur de valeur et ce qui fait que l'entreprise va pouvoir vendre. Donc pour répondre en 2 mots à la question quelle est la valeur des données, c'est la valeur de l'entreprise. Très bien. Vous parliez d'une autre évolution par rapport à la donnée, c'était le côté, au tout début, il y avait cette vision du coût de la donnée, et on ne voyait pas exactement comment l'utiliser, donc c'était vu comme une externalité négative, pour parler en économiste, on va dire. Et ensuite, il y a eu cet engouement, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que oui, la donnée, la big data, la quantité peut faire la qualité. Et aujourd'hui, justement, on arrive dans une vague de régulation, ou du moins dans un début de vague de régulation. Donc je pense que tous ceux qui sont concernés par le RGPD peuvent répondre ici. Mais est-ce qu'on assiste à une revalorisation différemment, en tout cas du coût du traitement de la donnée, de la collecte et du traitement de la donnée? Si vous pouvez réagir, ceux qui souhaitent en tout cas. Je ne sais pas, Mathieu. En 2 mots, ça sera que mon avis, je pense que ça a coûté très cher aux entreprises, et M. Wex le confirmera vis-à-vis de ses clients, je pense. Ça a coûté très cher aux entreprises la mise en conformité, mais en même temps, je pense que c'est une chance pour les entreprises, parce que enfin, les entreprises, elles sont forcées de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais de mes données? Vous mettez... même chose, vous posez la question à des entreprises, qu'est-ce que vous faites de vos données? Il n'y a personne qui est capable de répondre. Ou alors il faut mobiliser plus d'une centaine de personnes qui ont chacun un élément de la vérité. Parce qu'il y avait justement cette collecte massive sans forcément se poser trop de questions. Donc là, c'est à chaque fois qu'on... Parce que c'est un peu l'idée de la RGPD, c'est à chaque fois qu'on va chercher, qu'on collecte des données, il faut savoir un peu à quoi on va l'utiliser, si j'ai bien compris. Et c'est une mise en cohérence globale des actions de collecte. Monsieur Wex, si vous voulez réagir. Nous, effectivement, on est à la fois société de service et éditeur, donc je veux dire que le RGPD nous coûte cher. Et encore, dans la mise en œuvre, on n'a pas encore, je suis du bois, mais eu des problèmes liés au RGPD, parce que quand même, il y a un jeu assez trivial aujourd'hui qui est de faire porter la responsabilité des sociétés de service aux sociétés de service du RGPD vis-à-vis de nos grands clients. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde de façon très, très poussée. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, en France, le RGPD, bien évidemment, il y a un côté très positif. On parle des données clients, on parle des données internes aussi des collaborateurs, du recrutement, qui est un sujet majeur chez nous. Et ça pose quand même quelques difficultés. Je crois qu'encore une fois, la France, sur un certain nombre de sujets, a adapté des réglementations européennes avec une intelligence accrue. C'était évoqué ce matin sur notre goût de la littérature et de l'ésotérisme, mais on est quand même très fort pour rajouter des contraintes. Je pense qu'il y a encore un peu de réglage, mais je dirais que globalement, c'est quand même quelque chose de positif et qui doit amener effectivement un peu plus de rigueur dans l'imagination que peuvent avoir certaines sociétés sur des business models qui capitalisent sur les données, les informations dont on dispose et qui sont quand même limites. Mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est très lourd pour les sociétés. Moi, je pense qu'il y a encore un peu d'allègement à prévoir sur ce type de sujet. Donc vous pensez qu'il faut garder 6 mois les CV des collaborateurs qu'on veut recruter. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose pour les gens qui cherchent du travail. Bien qu'en informatique aujourd'hui, en 6 mois, s'ils n'ont pas trouvé, il faut s'inquiéter. Mais globalement, c'est quand même quelques exagérations qui peuvent coûter cher. Et bien sûr, les amendes qui sont associées à tous ces dysfonctionnements sont conséquentes. Donc les moyens qui sont mis à la fois chez les grands clients, même chez les PME, et chez nous sont assez importants. Et pourtant, c'est une première réponse quand même aux inquiétudes qu'on peut avoir justement sur la récolte des données avec excès, on va dire. Oui, mais enfin globalement, qui aujourd'hui, je ne suis pas sur Facebook, donc je ne vais pas répondre, mais qui aujourd'hui, j'ai 6 enfants, qui quand vous cochez aujourd'hui l'acceptation liée au RGPD, va regarder ce qu'on disait tout à l'heure, pas grand monde. Donc c'est une sensibilisation. Le problème, je crois que c'était une des questions de la table ronde. Est-ce qu'on peut sortir des réseaux sociaux? Non, aujourd'hui, même si j'évoquais le risque tout à l'heure, on est de plus en plus tous les jours sur les réseaux sociaux parce que toutes les chaînes commerciales sont sur les réseaux sociaux. Avec les smart grids demain, les smart cities, vous serez de toute façon, nous ne pourrons pas vivre en dehors de cet environnement qui à chaque instant va capter nos informations. L'intérêt
c'est de réguler de façon à ce que l'usage qui va en être fait soit bien un usage positif. Et le RGPD est un premier élément, mais je pense que là aussi, il faut apprendre en marchant. On a quand même, moi j'avais été à une ou deux réunions avec quelques élus, des élus qui sont un peu loin de tous ces sujets, donc aussi une phase, et c'est pas une critique, hein, mais c'est une phase d'apprentissage, des compréhensions des enjeux qui est en train de se mettre en œuvre, et je pense que ça c'est positif, c'est un premier pas, il va falloir affiner, améliorer et continuer, sans parler des premiers sujets de régulation plus globaux avec nos amis GAFA ou Baidu demain. Ibrahim Aïdiouf, dans le RGPD, justement, il y a une question d'extraterritorialité. Donc c'est qu'en gros, une entreprise qui a un commerce, qui va vendre quelque chose en Europe, est sous le coup de l'RGPD. Est-ce que ça concerne votre activité soit en l'espèce avec la loi européenne, ou est-ce que ça peut concerner dans le futur, on va dire, par une adaptation, une copie de cette règle ou un intérêt des régulateurs dans les différents pays où vous opérez, qui pourraient prendre un peu ces thématiques-là ou copier, coller un texte dans le même genre? On est déjà en plein dedans. On est malheureusement déjà en plein dedans. Et personnellement, ça fait 6 mois que je travaille sur mon site Internet. Et j'arrive pas encore à le mettre à le rendre opérationnel, parce que chaque fois il y a mon juriste qui tape à ma porte, qui me dit attention, telle phrase, la virgule doit être là, machin, etc. Et le coût est énorme. Mais je voulais juste rebondir avant sur la discussion qu'on a eue sur les réseaux Facebook. Et je pense pas que la discussion aujourd'hui soit de dire c'est pas bon, on n'en fait plus. Moi, je suis sorti il y a 4 semaines de Facebook. Je pense que je vais y retourner parce que c'est invivable de ne pas y être. C'est complètement invivable. Toutes les soirées que vous avez loupées en 4 semaines. Depuis que ces rencontres ont été annoncées et que mon nom était dessus, j'ai eu une trentaine de demandes de LinkedIn, des étudiants qui cherchent du boulot, des consultants qui cherchent etc. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans le déni. Je pense que l'idée, c'est de le réguler. L'idée, c'est de nous assurer que ce qu'il y a dedans est bien utilisé et qu'on sache ce qu'on en fait. Je pense que c'est. Mais pour revenir à la question de l'extraterritorialité, effectivement, on est présent en Afrique, on est présent également dans 4 pays hors d'Afrique. On est en France, on est en Angleterre, on est en Chine, on est à Dubaï. On est en plein dedans. Et ce que je voulais dire également, c'est que le niveau de régulation dans nos environnements africains n'est pas très loin de ce qu'on voit ici en Europe. Donc ce gap-là qui a existé il y a quelques années n'est plus et ça a été démystifié, je pense, il y a longtemps. Très bien. Pour sortir un peu du sujet de la régulation, si on peut continuer avec vous, Ibrahim Diouf, vous parliez à un moment de la distinction entre valeur marchande de la donnée et valeur d'usage. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu sur le sujet? Moi, je suis à la fois provider et user. Je suis une banque, donc je suppose que beaucoup de gens sont intéressés par mes données. Je suis également un user, donc je m'intéresse, dans le cadre de mon métier, De quel genre de données? Si on peut parler assez concrètement pour que tout le monde puisse savoir. Et de tout. Mon métier tourne autour du client, de la connaissance du client. Alors, ce client, il peut être un individu, il peut être une entreprise, etc. Ce client, il vit. S'il est un individu, il commence son premier travail, il achète, il constitue son patrimoine, il se marie, il a des enfants, etc. On parlait tout à l'heure de mobile banking. Comment je peux faire pour m'assurer que les transactions d'une éventuelle de financement des études de mon client passent par moi? Quel type de produit je vais mettre en place pour capter cela? Si on va dans le secteur des entreprises, c'est pareil, ça ne s'arrête plus au bilan. Avant, on étudiait les 3 derniers bilans et on était heureux. On se disait, OK, on faisait... c'est plus le cas. On va dans les réseaux sociaux maintenant. On veut voir, parce qu'il y a le risque financier, il y a le risque de réputation qui tourne autour des employés, qui tourne autour de tous les problèmes que ce client peut avoir
avec la réglementation, qui tourne autour du mécontentement ou de ses clients. Donc donc ça, c'est pour le côté user et pour le côté provider, du coup. Ça m'intéresse. Pour le côté, d'abord parce que je suis un user de d'autres personnes. Je suis une banque, je disais tantôt que j'emprunte pour prêter. Donc ceux qui me prêtent regardent ces choses-là. Et ceux qui me prêtent, c'est les agents économiques. Ceux à qui je prête également sont des agents économiques. Je pense qu'on est arrivé à ce mélange extraordinaire qui fait qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. On en a besoin. Que ceux qui doivent réguler régulent. Et qu'il y ait ce qui s'est passé au Kenya, ce qu'on a failli avoir comme difficulté au Kenya, ce qui s'est passé avec Data Analytics, que ces choses-là n'arrivent plus. Ensuite, je ne sais pas si on est... Comment ? Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut passer aux questions de la salle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme on a un micro qui passe, j'imagine. Voilà, donc un micro. On a une question tout en haut. Oui. J'entends bien revenir souvent cette remarque que vous avez dit que ce sont les institutions qui doivent largement réguler. Mais au fond, quand face à la complexité quand même que représentent tous ces ensembles techniques et technologiques, est-ce qu'on est sûr que justement ces institutions ont le niveau nécessaire ou ont la vision pour pouvoir avoir le bon cadre et les bons éléments de régulation, justement, pour pouvoir permettre à la fois le développement, mais également la sécurisation et les protections minimum, sans brider les développements. Alors, qui peut répondre à cette question ? Vas-y. Un élément de réponse, globalement, si vous prenez le RGPD, l'Europe a posé des grands principes et fait porter la charge de la responsabilité aux entreprises. Donc les entreprises doivent mettre en place une gouvernance pour être conformes au RGPD, mais avec des grands principes. Et au sein de ces grands principes, les entreprises sont globalement libres. Si on rentre dans un monde dans un univers où on ne regarde pas que les données personnelles, mais toutes les données et l'usage, il peut y avoir, dans ce cas-là, l'Europe pourrait très bien imaginer des grands principes de régulation, une phase complémentaire d'amende également importante. Et dans ce cas-là, ça serait aux entreprises de mettre en place une gouvernance de leurs données et des usages qui sont faits, qui répondrait à un cadre éthique, moral, de transparence de l'usage des données qui est conforme au droit. Si je peux me permettre, quand je parlais de régulation, ce n'est pas uniquement l'aspect normatif. Quand on parle aujourd'hui de la massification des données que nos amis GAFA ont fait, et ça pose un problème d'infrastructure. Et là aussi, les institutions ont à prendre en main ce sujet, qui est de revoir comment favoriser à la fois la reprise en main ou le retour dans la partie de l'Europe sur la gestion des grandes infrastructures qui vont permettre de supporter des entrepôts de données. C'est aussi la redistribution et la mobilité des business models que doit organiser, favoriser l'État. C'est un ensemble de mesures. Moi, ce à quoi je crois foncièrement, et l'histoire l'a prouvé, c'est que les ruptures technologiques, on peut les prendre une par une. Et je répète, il y a des travaux d'économistes qui ont fait ça de façon remarquable. Toutes ces ruptures technologiques n'ont été source de croissance et de bien-être que quand l'État a régulé. Mais la régulation, c'est pas uniquement poser des normes et des contraintes aux entreprises, c'est créer l'environnement favorable pour que la mobilité des capitaux, la compétition, la concurrence, créent les acteurs de demain qui vont favoriser ce qu'on souhaite, donc la croissance et d'un autre côté la sécurité des données, la sécurité des personnes, la liberté d'agir. C'est tout un environnement, pas uniquement normatif. Et dans ce cadre-là, pour répondre essayer de répondre à votre question, je crois qu'il y a un certain nombre d'organisations, même si on peut critiquer parfois
pas à tort, parce que effectivement l'évolution technologique est telle qu'on ne peut pas demander à tous nos élus d'être férus de tous ces sujets, mais il y a un certain nombre d'organisations paritaires où chacun doit venir jouer son rôle et faire du lobbying. Google le fait très bien, Facebook le fait très bien. À nous d'être plus organisés pour aller influencer, informer, hein, dans le bon sens du terme, influencer nos élus et nos organisations gouvernementales pour qu'elles prennent en main ces sujets de façon globale. Je me permets d'ajouter un point. Il y a l'autorégulation, ça ne marche pas toujours, et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a besoin d'un régulateur qui soit assez ambitieux, ensuite qui soit éventuellement, qui soit à l'écoute, évidemment, des régulés, mais un régulateur ambitieux, c'est par exemple ce qui a permis de supprimer, on a donné l'exemple tout à l'heure, c'est Christine Lagarde qui l'a donné, supprimer les frais d'itinérance en Europe, c'est régulateur ambitieux. Eh bien, sur le domaine de la donnée, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une régulation qui soit ambitieuse, mais qui, en même temps, ne soit pas uniquement juridique, et le souci de l'équilibre entre le juridique et l'économique. On va prendre une nouvelle question, tout en haut, là-bas. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'aurais deux questions. La première, elle se base sur un colloque qui a eu récemment, organisé par France Stratégie, sur le coût environnemental du traitement de données. Est-ce que concrètement, dans vos activités, ça pourrait changer quelque chose, ça pourrait vous amener à vous limiter dans le traitement de données? Et ma deuxième question, je rebondis sur ce que disait Madame, sur une régulation pas que juridique. Est-ce que la réputation est, pour certaines entreprises comme les GAFAM, quelque chose de plus efficace que la régulation juridique? Je vous remercie. Alors, qui veut répondre à cet ensemble de questions? Allez-y. Juste pour, effectivement, vous l'avez entendu, ça a été dit, ça a été répété, c'est connu. Hein, ne serait-ce que le coût de traitement de la blockchain aujourd'hui, c'est la consommation du Danemark en énergie. Donc, allez voir effectivement les data centers de Google ou d'Amazon. Ça pose un vrai problème écologique qu'ils sont en train de traiter, et je pense qu'on trouvera des solutions. Effectivement, aujourd'hui, il y a... On peut se poser des questions sur les blockchains, mais en tout cas sur les entrepôts de données et les data centers, je pense que des solutions seront trouvées pour qu'effectivement on arrive à améliorer cette consommation énergétique qui est effectivement un problème. Sur l'autre sujet, je ne sais plus quelle est la question. L'environnement. Et la deuxième question, je ne sais pas si vous avez encore le micro. Si la réputation... La réputation, voilà. Moi, je peux faire la réponse, mais vous avez bien vu, effectivement, la réputation, il y a les réseaux sociaux, d'ailleurs pour toutes les entreprises, pas que pour les GAFA. Hein, le souci de réputation, ça a été évoqué, est un sujet majeur qui, en tout cas, moi je parle pour mon entreprise, on est petit, mais qui est un sujet qu'on traite de façon très sérieuse, avec des moyens importants, et c'est effectivement un sujet majeur qui peut être un poids de pression, et on l'a bien vu, pour remettre un peu tout le monde dans le droit chemin et faire respecter. Enfin, je répète, la régulation, c'est cet ensemble de mesures qui fait qu'effectivement, pas uniquement la contrainte juridique, parce que la contrainte juridique, on voit bien que chacun a les moyens, et plus on est gros, plus on a les moyens de trouver des passe-droits et des façons de les contourner. Donc c'est tout un ensemble de mesures. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions pour monsieur, peut-être? Alors, j'ai raté le début du panel, donc peut-être que vous en avez parlé, mais à la question « Combien valent nos données ?», la réponse aujourd'hui, c'est une élection. Je fais allusion à Cambridge Analytica. On parle du scandale Facebook ou du scandale Cambridge Analytica. En réalité, ce n'est pas un scandale Cambridge Analytica, c'est un scandale démocratie. D'accord ? Alors, les démocraties sont de plus en plus rares. On parle de démocrature dans certains pays qui étaient habillés en démocratie. On voit que dans l'Asie du Sud-Est, un article du Monde l'a démontré, c'est plus trop à la mode. Il y a une tolérance aux dictatures, au autoritarisme de plus en plus croissant. Et puis maintenant, dans les démocraties, ce qui restait, entre guillemets, ce qui était censé être la fin de l'histoire, l'avènement progressif dans tous les pays du monde des démocraties, eh bien, il y a le poids des données. Et donc, quand c'était Obama qui faisait du porte-à-porte numérique, tout le monde s'est trouvé très bien. Mais quand c'est plutôt le Jedi noir, les données, c'est Trump.
Voilà, donc le prix Très bien. de la donnée, c'est la destruction de l'environnement avec l'EPA, c'est la destruction d'un certain nombre de protections, puisque aujourd'hui, le pouvoir politique peut tomber du fait des données. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut répondre Juste un point, j'étais ce matin à la conférence avec Xavier Bertrand qui expliquait, je ne suis pas politique, que personne n'avait encore perdu une élection. C'est la vision qu'ils ont, en tout cas, je répète, à cause de cet élément-là. Il y a des influences qui ont été faites, mais aujourd'hui, on n'est pas sûr que ça ait fait ni perdre ni gagner. Ça a influencé certainement, mais je pense qu'on en fait beaucoup quand même. Parce qu'à la fin, moi j'ai une vision très personnelle sur ce sujet-là. Il y a un niveau d'éducation dans un certain nombre de pays et de compréhension des gens. C'est pas parce qu'on vous présente sur Facebook ou sur Google un certain nombre de choses, vous êtes obligé de les croire. D'où le poids de l'éducation et l'importance. C'est plutôt mon sujet. Sur l'IA et sur tous ces sujets de données, l'éducation est une réponse de l'État qui doit venir du régulateur. Comment fait-on demain pour que le niveau de compréhension d'éducation de nos populations fasse qu'il soit indépendant de la nature ou des dérives qu'il y aura sur l'information qu'on va nous livrer sur quel que soit le support. Et je pense qu'on est, ça a été dit, je crois d'ailleurs ce matin, l'éducation est centrale sur le futur. Sri Ganesh, I guess you have something to say. Please go ahead. I just want to make one intervention on that point. I think we all have these common things that we say when these kind of questions are asked. We need greater levels of education, etc., etc., etc. But ultimately, we should also accept that we as people are stupid. I'm sorry to use that word, but that is true. And what are the systems and processes that we can put around to inhibit our lesser demons, right? So if, for example, the Cambridge Analytica story, I mean, I sort of agree with you. We were all fine with Obama using it for his elections in 2008 and 2012, but we are not okay with, because we don't share maybe the same political leanings, etc. Those kind of things are going to be there, and I have to say something that the answers are not there in the present. It is not yet born. Why I say that is that to be able for us to individually handle the load that's going to take on us to be, as they were saying, we're going to interact with all kinds of services, and we can't get informed consent in any meaningful way. We will just, even right now, all the websites say the new policies. Yes, I accept. I haven't read it. That's what I would expect everyone in this room to have done. So to expect that, GDPR, or how do you say it, RGPD here in France, that those are going to solve a lot of the problems is, I think, not going to be true. What we'll need, and that's where there is work that is happening right now in software agents, anthropomorphized AIs, personalized AIs that will sort of learn our individual preferences over time to negotiate in the background, because we as humans can't handle this information load on us to be able to handle all these yes, no, can I use it for this, no. Every 2 seconds we'll have to be answering these questions. So the answer is unfortunately in the future. Not an answer that I think any of us want to hear. Et donc ça, c'est justement c'est la différence entre préférence déclarée et préférence, j'ai oublié le deuxième terme, voilà, mais et de redemander à chaque fois la question, ça fait passer. On ne décide plus vraiment une fois pour toutes, mais à chaque fois on est tenté un très bon point en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question, monsieur, allez-y. Bonjour, Samuel Gambi. Je rebondis sur la question du monsieur concernant en fait l'usage des données. Effectivement, je pense qu'un des enjeux, naïvement, c'est peut-être la gouvernance de ces données. Parce que quand on voit, par exemple, vous avez parlé de l'exemple de la Chine, qui met au carrefour des objets de reconnaissance faciale, etc., c'est parce qu'ils ont un temps long dans leur gouvernance. Il n'y a pas on va dire, par rapport à l'Europe qui a un temps court, par rapport aux démocraties assez changeantes. Donc on sait que la gouvernance d'Obama ne va pas être celle de Trump. On sait que les deux ne vont pas avoir le même caractère dans la gestion de ceux qu'ils ont à disposition. Et c'est là que ça effraie, en fait. Je parle de gouvernance. Or, en Chine, ils ont des temps tellement longs qu'il y a quelque chose de plus ou moins consensuel
plus ou moins. Après, je pense qu'ici on parle de deux choses différentes, donc c'est de... Combien elles valent, mais... L'investissement qui peut être fait, enfin, je pense qu'il y a quelque chose à dire justement sur l'investissement à long terme, enfin vous en parliez un peu, Monsieur Wex, sur l'investissement à long terme en Chine notamment, et justement où l'absence de régulation, ou du moins de certaines régulations, permet une collecte assez massive de constituer des bases de données très importantes qui permettent ensuite de construire des algorithmes beaucoup plus... enfin, de tenter des choses. Et on voit effectivement qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites en Chine sur ces sujets-là. Après, est-ce que ça a à voir... Enfin, je pense qu'il y a deux questions. Il y a la gouvernance au sein des entreprises et au sein des gouvernements des données. Et puis, il y a le temps long ou le temps court. Je pense que c'est deux sujets qu'il ne faut peut-être pas confondre. Est-ce qu'on peut prendre... On a le temps pour une dernière question. Oui ? On a le temps. Eh bien, très bien. On prend une question. Merci. Je voulais juste vous demander, que pensez-vous de l'initiative de Gaspard Koenig qui voudrait monétiser les données des citoyens, en sachant que, en vérité, la donnée, l'adresse, le nom, etc., ne valent pas grand-chose s'il n'y a pas un algorithme derrière qui mouline. Et à ce niveau-là, Google, Facebook, etc., sont peut-être plus aidés par la RGPD que contraints. Ça veut dire qu'ils ont tellement accumulé de données que finalement, c'est encore eux les grands vainqueurs, malgré la RGPD. Et donc, cette histoire de monétiser pour les citoyens, même en micro-paiement blockchain, qu'a initié Gaspard Koenig, part d'une bonne idée, mais finalement, elle ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas l'algorithme derrière. Madame Benamou, je vous laisse... Oui, j'ai envie de répondre parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette initiative qui n'est pas inintéressante au plan économique. Hein, ça vaut quelque chose, donc on va vendre et on fait un marché de la donnée personnelle. Mais je pense pour deux raisons. D'abord, éthiquement, je pense que la donnée personnelle, ça ne se... En tout cas, pas n'importe laquelle, peut-être certaines données peuvent se vendre, mais ça ne se vend pas, et je pense aux données de santé, etc., et à bien d'autres. Et deuxièmement, économiquement, je trouve ça aussi très fragile, parce que ce sont des micro-valeurs, et qui décidera de quelle valeur ça représente. Donc, des deux points de vue, il me semble que l'idée est séduisante, mise sur un papier ou une tribune dans les Échos, mais je pense qu'elle n'est pas applicable. Mais peut-être d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Après, effectivement, ça fait parler du sujet. Enfin, ça permet de discuter du sujet de justement combien valent nos données. Mais je suis d'accord avec vous. Mais là, on a déjà monétisé nos données. Quand vous utilisez Facebook gratuitement, vous faites un échange, c'est du troc. C'est gratuit, c'est vous le produit. Bah oui, c'est vous le produit. Donc, à un moment donné, ça existe déjà, mais ça n'a pas une valeur marchande. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui n'a pas posé de questions déjà, peut-être? Madame? Pardon, c'était plus une remarque par rapport au RGPD, parce qu'en fait, vous parlez effectivement de données sans préciser que RGPD, c'est avant tout donc déjà le respect de la vie privée, donc la déclaration de 1948, ensuite l'article 12 dans la Constitution, 1970 en France, mais il faut surtout parler des données sensibles. C'est-à-dire qu'il faut penser que pour les mineurs, effectivement, RGPD a un degré de réglementation qui est beaucoup plus important pour les mineurs, et donc également pour les données de santé, par exemple, et les données qui concernent... voilà, donc ça, c'est, je pense, le point qu'il faut quand même rappeler pour ne pas faire de RGPD juste quelque chose qui est le opt-in. Ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est aussi une façon de positionner notre espace européen comme étant unique au monde dans l'affirmation à travers les données de notre liberté. C'est-à-dire qu'on bâtit un socle. Bien sûr, ça ralentit le développement de l'IA à court terme, mais on bâtit un socle de liberté qui est quand même unique, et il faut quand même que les citoyens européens soient très fiers de ça. Enfin, voilà ma position. Sur ce point, c'est vrai qu'on a un angle mort dans ce panel. On avait prévu d'avoir quelqu'un qui pouvait nous parler des sujets justement des données médicales, parce que c'est vrai que c'est un sujet crucial aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de données générées par la médecine, et ce depuis très longtemps. Toutefois, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Après, je ne sais pas si quelqu'un a peut-être... Talk a little bit about health data, right? Just go ahead, yeah.
just briefly on sort of the value of health data, even within GDPR or in the US, you have HIPAA, which has these sort of regulations that help protect certain classes of sensitive information. In HIPAA, for example, there are about 18 types of data that are protected, direct identifiers, and you can sort of release data without these for research purposes, etc., and certain set of regulations that come into effect even within GDPR in relation to when you're sort of using it for research for public health issues, or if you're using it for clinical trial data, you have sort of certain more stringent regulations that come into effect in all of this. But part of the tension in all of these sort of systems, like right now, sort of I'm working on a consultation for Health Data Protection Act for Sri Lanka. So I've been studying all of these extensively. The tension rises between, to what level do you protect, to what level you enable these kind of other governments, for example, to mine the data for public health issues. And there are no clear answers because, part of this depends on the level of technology that is there in terms of the levels of encryption that you can do, and some of the safeguards that are there in even that you may release the data. It actually, when you mix it with publicly available data, you can re-identify some of these. And these are not being solved effectively currently, as far as I can see, which will require greater attention. Thank you very much. Un commentaire par rapport à ce qui a été dit. Sur les données de santé, il y avait déjà une législation très forte. Nous, en termes d'impact RGPD, sur tout ce qui était santé, on a eu 0 impact parce qu'on était déjà au niveau. Donc c'était déjà traité et c'était déjà bien, je dirais, sécurisé avec les hébergeurs de données de santé et des normes assez spécifiques. Madame Benamou, je vous laisse conclure. C'est difficile de conclure un panel comme celui-là qui ouvre plein de sujets. Il y a peut-être 2 choses sur lesquelles j'ai envie d'insister. La première, c'est que manifestement, on a tous dit d'une manière ou d'une autre, y compris dans la salle, qu'il y a un usage vertueux des données et un autre qui peut ne pas l'être. Et qu'il est très important de garder ça en tête. Le bon usage des données, ça peut être un élément qui permet, par exemple, de lutter contre les épidémies. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner de ce type, où la donnée et son bon usage participent du bien commun. Ça, c'est une première remarque. Mais comme il peut y avoir des usages dévoyés, c'est vrai qu'on a insisté aussi sur ce point. La régulation, elle aussi, est nécessaire. Ce n'est pas nécessairement la même régulation qui doit s'appliquer partout. On a évoqué justement des régulations différenciées dans les pays en développement ou dans les pays développés, mais il y a d'autres distinctions dans la régulation qu'on pourrait apporter. Et je crois que ce point-là est extrêmement important. Et une bonne régulation, c'est une régulation qui passe aussi par une bonne connaissance de la manière dont à la fois les individus, mais aussi les entreprises traitent leurs données, les connaissent. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on est en train d'avancer sur... en fait, quelles sont les données qui sont utilisées par l'entreprise et comment elles le font. Merci à tous en tout cas.